gueules, RMC Story, les grandes gueules avec aujourd'hui David Dickens, Joël Dagosseri. Nous sommes avec Thibault Langsade et c'est l'heure du monde de Macron. RMC, les grandes gueules. Ce que je veux, c'est que vous alliez le faire gagner. Le monde de Macron. Vive la République, vive la France. Dans le monde de Macron, on a l'un des protagonistes de l'affaire Benalla, l'un des deux qui était à la contre-escarpe le 1er mai, vous savez, qui tape un peu fort sur des manifestants. Vincent Kras qui, dans les colonnes du Parisien, accorde une interview, voudrait dire à Emmanuel Macron, au président de la République, qu'il est désolé. Vincent Kras qui s'exprimait hier sur RTL aux côtés de Marc-Olivier Fogiel. Effectivement, on peut penser que si il y avait eu une réaction beaucoup plus ferme en prenant cette chose-là beaucoup plus au sérieux, il n'y aurait peut-être pas eu... aujourd'hui, on n'en parlerait plus. Et quand vous dites ça, Vincent Kras, vous incluez le président de la République, puisque Alexandre Benalla le prévient directement. Manifestement, le président de la République, il ne prend pas la mesure de ce que vous dites. C'est quand même lui le chef. Hein. Je ne me permettrai pas de critiquer sa décision ou sa non-décision. Et je pense Plutôt sa non-décision, d'ailleurs. Et je pense que ce n'était pas à lui de faire ça. C'était pas à lui de monter en première ligne là-dessus. Il y a des gens qui sont payés pour ça, à la com. Vincent Kras, l'ex-collaborateur de l'Élysée, mis en examen lui aussi avec Alexandre Benalla. Oui, il en dit plus ce matin dans les colonnes du Parisien. Alors il sort un livre, présumé coupable, dont le Parisien publie des extraits. Et voilà ce que dit l'ancien collaborateur de l'Élysée, parce qu'on parle beaucoup de Benalla, mais il était aux côtés de Benalla ce fameux 1er mai. Alors et d'ailleurs, il reconnaît avoir commis une connerie. Le 1er mai, si j'avais pu rester chez moi, mais pas de quoi en faire une affaire d'État selon lui. Ce n'est pas le Rainbow Warrior. On est juste deux types qui, croyant bien faire, ont dérapé devant quelqu'un qui filmait. Alors il assure que le président de la République était au courant le soir même de l'incident. J'ai l'impression que tous savaient et qu'ils se sont refilés la patate chaude. S'il y avait eu une sanction directe, ferme et définitive, il n'y aurait pas eu d'affaire Benalla. Ils ont pataugé dans la semoule. Il revient un peu sur Benalla, son ami impulsif, qui selon lui ferait un excellent homme politique. Il en a les qualités comme les défauts. Donc Vincent Kras porte sur son ami quand même un regard critique. Alors il montre aussi la proximité qu'avait Benalla avec Emmanuel Macron, avec cette anecdote qu'il raconte. Benalla était une courroie de transmission très importante au château. Je l'ai vu entrer dans le bureau du président et lui dire il faudrait peut-être aller se couper les tifs. Des trucs que personne n'oserait dire à un président. Oh waouh. Oh, c'est dingue. Ça c'est fou. Rock'n'roll, l'autre. Non mais ça c'est pas une affaire d'État, mais je peux en faire un livre. Ah oui, c'est pas une affaire. Non mais je m'excuse, mais j'en fais un livre. Excuse-moi, il est en train de lui enfoncer la tête sous l'eau. À chaque qui fois, au président de la République. Non, pas du tout. Parce qu'il dit non. Non, quand on lui demande qu'est-ce qu'il pense de Macron, Vincent Kras est élogieux. Je le défendrai toujours. Il est hyper talentueux, en avance sur son temps, ou alors ce sont les Français qui sont en retard. La déconnexion vient de là. Voilà. Un ami qui vous veut du mal. Non, mais attends. Excuse-moi. Pendant qu'on avait un petit air frais, là, on n'en parlait pas pendant quelques temps. Lui, il vient avec un bouquin. Il se défend. Du coup, c'est remis au goût du jour. Non, mais il se défend. Il est mis en examen, il a le droit de se défendre. Écoute, je pense qu'il est jaloux de Benalla. Il veut aussi son petit moment de gloire. On a trop parlé de Benalla. Il s'est dit, attends, mais moi aussi, j'étais là. Moi aussi, j'ai foutu des coups de bastogne, j'ai mis des coups de poing. Il n'y a pas de raison. Et donc, il veut aussi qu'on parle de lui. Moi aussi, je vais aller chez Fogiel. Il veut des contrats au Niger ou au Togo ou je sais pas où. Il a envie d'avoir sa part du gâteau. Et c'est tout. Il faut arrêter de venir et de mettre un costard et de dire je suis contrit, désolé. Non, désolé, j'y crois pas du tout. Non, mais je peux souscrire à ta thèse. D'un autre côté, il a été mis en prison, certes pas très longtemps. Son honneur a été attaqué. Il sera jugé, donc il se défend. Il fait un livre parce que il est embarqué dans ce. Oui, non, mais il est embarqué dans cette aventure qui est assez violente. Il faut qu'il s'exprime, il faut qu'il construise sa défense. Il est tout de même assez jeune, donc il a besoin de travailler par la suite. Donc il est dans une opération de communication qui lui permet. Et quand il dit c'est pas le Rainbow Warrior, c'est pas une affaire d'État, qu'est-ce que t'en penses, toi, Thibault ? Sur le fond, ils ont tué personne. Et effectivement, quand on compare réellement l'affaire du Rainbow Warrior, où on a envoyé des nageurs de combat faire sauter contre le nucléaire, il y a eu des morts d'hommes. Enfin, il y a eu mort d'hommes, c'était pas prévu, mais il y a eu un accident. Bon, on n'est pas du tout sur le même plan. Néanmoins, l'histoire, elle est là, elle pèse sur le président de la République, elle a pollué, on va dire, le débat parlementaire et elle pollue, on va dire, encore aujourd'hui l'actualité. Voilà, maintenant, on est sur Enfin, moi, le livre, c'est un fait divers. Hein. Oui. T'es affligé. Vraiment. Déjà, c'est difficile quand on est impliqué dans une affaire de décréter soi-même que c'est une affaire, pas une affaire d'État ou pas. Je trouve ça un petit peu compliqué. Je voudrais dire à Macron que je suis désolé, dommage qu'il se fende d'un livre pour le faire. Peut-être que, je sais pas, un texto, un telex, un fax,
aurait un fax et que ça aurait pu Il y a nous encore des épargner fax. ça. Ensuite, je suis pas certain qu'on y apprenne énormément de choses. En tout cas, moi, ce que j'ai lu dans le Parisien et les différents papiers que j'ai pu voir ne m'apprennent absolument rien sur le fond de l'affaire. On est à peu près au même niveau qu'il y a 6 mois. Alors si on apprend que il a été patron de Benalla et puis que finalement il est devenu son subalterne, que Benalla est quelqu'un qui a plutôt du charisme et une forte personnalité. Ça, on le savait. Et que manifestement, le président de la République était au fait de qui se déroulait. C'est vrai que là, lorsqu'on nous a opposé cet argument, on pensait tous, et même nous, on pensait qu'il était probablement au courant. Donc je vois pas l'intérêt, ni sur le fond, ni sur la forme, de revenir avec ce qu'il considère être un livre. Moi, ce que je comprends dans l'histoire, c'est que Kras, il dit on aurait pu en fait régler le problème très rapidement et qu'on l'a pas réglé parce que Macron n'a pas voulu le régler parce que c'était Benalla. Moi, c'est comme ça. Si tu veux, moi je l'entends comme ça. Macron, pas possible de le régler. Non, Macron ou les subalternes. C'est-à-dire que moi, je pense que quand même le président là. Oui, mais c'est pas Macron qui gère directement le cabinet Benalla. C'est les autres, c'est le directeur de cabinet, etc. Et tout le monde dit bon, comme c'est un pote de Macron, effectivement, qu'est-ce qu'on en fait? C'était la patate chaude. Non, mais c'est pas qu'ils n'ont pas voulu, c'est qu'au moment des faits, ils ne pouvaient pas. Quand vous avez cette proximité qui est décrite, vous avez vu la proximité qui est décrite avec le président. Et ça, on l'a tous vu dès le début. On disait tous, effectivement, le lien privilégié qu'il a avec le président lui permet de s'autoriser à faire des choses que d'autres ne pouvaient pas faire. Ça gênait aussi des gens dans l'entourage du président. Il était en porte-à-faux avec des gens. On ne pouvait pas virer le copain du président. Donc on ne pouvait pas le virer, mais il n'était pas question de lui faire de cadeaux. Et c'est exactement ce à quoi on a assisté. Non, mais moi, ce que je retiens, et l'information est quand même très grave, c'est que le président de la République peut avoir les cheveux trop longs. Et qu'on lui dit. Et qu'on lui dit. Je pense que c'est l'information. Je pense que c'est ça le vrai sujet. Dans le monde de Macron, on a les Jeux Olympiques à Paris 2024 qui se mettent en place, les organisateurs. Alors, on fait un tableau Excel des prévisions d'emploi. Les JO, c'est une vraie manne financière. On sait que ça coûte beaucoup d'argent, mais c'est aussi des sponsors, ce sont des sites à rénover, des sites à créer. Et là, d'après le comité d'organisation, 150 000 emplois vont être générés dans la construction, l'organisation de l'événement et le tourisme. D'accord avec ce chiffre? On peut faire un prévisionnel comme ça, Thibaut? Et ce qui était très intéressant, c'est que le COJO, donc le comité d'organisation des Jeux Olympiques, probablement depuis le dernier Jeux, ont pour quand même objectif de faire des jeux qui soient équilibrés et qui ne coûtent pas. C'est-à-dire que les installations qui vont être construites, ça n'a jamais existé, n'empêche que ça a quand même coulé des villes. Et en l'occurrence, ce qui s'est passé à Londres sert de référence, puisque bon nombre d'installations qui ont été construites lors des Jeux à Londres ont pu être réutilisées. Et donc, le COJO a eu ce souci-là. Preuve en est, c'est que les organisations professionnelles, syndicales et patronales sont associées à la constitution des Jeux, qu'il y aura beaucoup de bâtiments précaires. Alors, Olivier Truchot, pour ceux qui ne sont pas sur RMC Story, est en train de mimer à Thibaut qui nous joue de la flûte. Pardon Thibaut, c'est une magnifique opération de com relayée par le Parisien ce matin parce que ça se passe à Paris. Les JO vont coûter plusieurs milliards d'euros. En général, on nous explique à chaque fois, non, rassurez-vous, ça coûte un pognon de dingue, mais ça nous en rapporte. Ça rapporte jamais. La cartographie, c'est bidon, bien sûr. C'est sûr que dans les restaurants, il y aura du monde. Mais enfin, sincèrement, on n'a pas besoin de faire une carte pour nous dire ça. Soyons très clairs. Thibaut, t'es plus intelligent. D'habituellement, là, tu me prends sous l'angle. Non, je vais te donner. Mais Thibaut, tu tombes dans le panneau. Mais non, je tombe pas sur le panneau parce que je tombe pas sur le panneau parce que j'ai suivi. J'ai suivi par le passé la mise en place du COJO. Et ce que je vois, c'est que d'abord, il y a un budget d'à peu près 5 milliards, que c'est essentiellement des fonds privés qui vont être mobilisés. Pas seulement, 2 milliards, c'est de l'argent public. Intervient essentiellement dans l'organisation des Jeux para-olympiques, où là, ils prennent en charge 50%. Et quand il y aura des dépassements, c'est l'État qui devra faire les chèques. Mais aujourd'hui, on réfléchit beaucoup, contrairement à ce qu'on faisait par le passé, où on construisait des stades, où on construisait des piscines tentaculaires. On a beaucoup d'installations qui vont être précaires, qui vont être réutilisées. Et je pense que là-dessus, les exemples que l'on a eus sur les villes passées, notamment en Russie, fait que d'abord, personne ne s'est battu pour avoir les Jeux Olympiques. Alors, parce que ça coûte Cocorico. Pourquoi parce que ça coûte un pognon de dingue cher, et qu'il y a beaucoup de villes qui disent que c'est le jeu n'en vaut pas la chandelle. Et quand le comité olympique a étudié la candidature de la France, c'était déjà sur des perspectives qui étaient raisonnables. Donc là où par le passé,
Oui, mais c'est des fonds privés. Dans le contexte. Mais camarades, ce sont des fonds ce sont des fonds privés. Non. Les 5 milliards, ce sont des fonds privés. Non. La participation de l'État sera sur les Jeux para-olympiques, sur des installations qui pourraient être réutilisées par la suite. Non, justement, il y a trois événements qui sont des événements internationaux importants pour lesquels on nous vend toujours la réutilisation des dispositifs et des lieux. Ce sont les expositions universelles, l'Eurovision et les Jeux olympiques. Dans tous les cas, à chaque fois, l'Eurovision, on est toujours très content de perdre parce que sinon tu dois l'année suivante les organiser et ça coûte un pognon. Ça coûte cher l'Eurovision. L'exposition universelle. Moi, je vivais à Séville en 92. Excusez-moi, ça date un petit peu. Pour l'exposition universelle de Séville, dont on nous avait dit que tous les dispositifs et les infrastructures allaient être réutilisés. Ça n'a pas été le cas. C'était un désert et ça a coûté énormément à l'Espagne qui en a payé le prix par la suite. Et les expositions. Les Jeux Olympiques, c'est exactement la même chose. Tous les 4 ans, on nous dit, cette année, on va faire des économies faramineuses, on va utiliser des infrastructures qui pourront être ensuite... ça sera bon pour les entreprises locales. Ça toujours le même discours et à chaque fois on s'aperçoit que c'est pas vrai. Et à chaque fois on voit que... dire ça, pourquoi va interroger. Tu prends l'exemple de Londres, pardonne-moi, Londres a explosé le budget. Oui, mais Londres a réutilisé toutes ses installations. Exactement, moi j'ai visité toutes les installations à Londres qui ont été réutilisées par la suite, ça a été un succès économique. Sauf que, par exemple, l'Euro 2016, on nous avait expliqué, vous allez voir, c'est formidable pour la Seine-Saint-Denis. Va interroger les élus, les entreprises. On nous avait dit, vous allez voir, pour les entreprises locales, le résultat est en demi-teinte à chaque fois. On nous survend des retombées qui ne sont pas là. Je parle pas des retombées. Moralement, c'est difficilement audible dans le contexte actuel de dire que voilà, on va faire une grande fête internationale qui va coûter 5 milliards d'euros alors que tu as des gilets jaunes dans la rue qui se battent. Vous perdez les pédales. Non, je te dis pas que je partage cet avis, mais je dis que ça peut être une grille de lecture. C'est pour ça que les gens ne se battent plus d'ailleurs pour les JO. Oui, mais écoute, je rejoins parfaitement David sur ce point-là. Ce que je note, le premier truc, c'est qu'on nous avait dit que le Grand Paris Express allait être prêt pour les JO. Il sera pas prêt. Et finalement, c'est pas prêt. Ce que je note, c'est également, et là où je suis d'accord, c'est sur la Seine-Saint-Denis, notamment avec la Coupe du Monde, le Stade de France, c'est un département qui a été quand même pas mal favorisé sur les installations et tout, et on nous a dit que ça allait avoir des retombées géniales, et c'est toujours le département dans lequel il y a le plus de chômage. Donc moi je commence à me poser des questions sur ces fameuses retombées qui ne retombent jamais. Alors elles doivent rester en l'air, je sais pas, j'attends toujours qu'elles retombent à un moment, mais je crois qu'on va attendre la fin des JO et savoir combien ça nous a coûté et non combien ça nous a rapporté, parce que ça va nous coûter, et c'est à ce moment-là qu'on aura la vérité. Le problème que ceux qui se sont engagés, que du mensonge à mon avis. Ceux qui se sont engagés à ce moment-là ne seront plus là quand on fera les comptes. Je vous trouve bien pessimiste en tout cas et très dithyrambique. L'expérience peut-être, ceci étant, on tient compte au fur et à mesure de l'expérience du passé, et il est vrai que ce qui s'est passé à Mexico, ce qui s'est passé en Russie ont été des désastres économiques. Athènes aussi. Athènes Athènes, exactement. Non, mais on explique aussi qu'une bonne partie de la crise économique d'Athènes vient aujourd'hui, dans l'attribution des Jeux Olympiques, ce n'est plus une course contre la montre, ce n'est plus une course contre les investissements. Mais preuve en est, c'est qu'on a été quasiment les seuls à répondre. Mais oui, parce que les autres savent que ça coûte très cher. Si on sait que ça rapporte de l'argent, pourquoi ils sont très cher? Attendez. Si c'était une... Puisqu'on gagne autant d'argent et qu'on réutilise les structures, pourquoi ne répondent pas? Pourquoi les autres ont abandonné? Pourquoi on n'en veut pas? Parce que par le passé, on avait une course contre les grandeurs. C'est-à-dire que pour pouvoir gagner un dossier à Tokyo, notamment les promesses, il fallait avoir des infrastructures absolument incroyables. Donc les pays disaient on va financer nous-mêmes parce que les stades, les piscines serviront par la suite pour les citoyens du pays. Donc il y avait une course, une échelle de grandeur qui était totalement déraisonnable. Et en vrai, ces pays se sont plantés. Et à partir de là, le comité olympique a dit il faut être raisonnable. Et donc on a eu des projets raisonnables. Et Paris a gagné au moment où il pouvait présenter un projet raisonnable, où des pays avaient déjà été servis et d'autres pays n'en avaient pas les moyens. C'est comme ça que ça s'est passé. Dans un instant, on se retrouve avec les grandes gueules pour mettre GG du jour. L'humoriste Blanche Gardin, elle refuse la médaille des arts et lettres. Pourquoi ? Parce que le président de la République ne tient pas ses promesses sur les mal logés. Quel est le rapport ? Blanche Gardin, grande gueule du jour. Est-ce qu'elle a raison ? A tout de suite au 32-16. RMC, 9h midi, les grandes gueules.